La géopolitique est une discipline spécialisée dans l'étude de l'espace considéré comme un enjeu. Et l'autre définition d'Yves Lacoste, la géopolitique est constituée de toute rivalité de pouvoir sur un territoire, quelle que soit sa taille, donc y compris à l'intérieur d'une agglomération urbaine. Donc le terme géopolitique, tel que j'imagine qu'était souhaité pour cette intervention, c'est s'intéresser aux enjeux de pouvoir au sein d'un espace qui est le territoire. Alors la définition du territoire, en effet, c'est très flou. Et d'ailleurs, comme je disais, en géographie, on l'employait peu. Et d'ailleurs, quand on cherche à le traduire, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas de terme anglo-saxon qui reflète cette idée de territoire. Et c'est vrai que pour le géographe, dans l'idée de territoire, il y a une idée d'intentionnalité, d'appropriation et de représentation sociale de l'espace. Donc je vous ai mis plusieurs définitions pour montrer en effet tous les sens qu'il y a derrière le mot territoire. C'est vrai qu'en géographie, on différencie la notion d'espace, qui va être un espace plus neutre. Et derrière le mot territoire, il y a toute cette notion d'intentionnalité, représentation, appropriation. Donc Rafesta, en 82, disait par exemple « L'espace est un enjeu du pouvoir, tandis que le territoire est un produit du pouvoir. » Donc le territoire, c'est quelque chose sur lequel on agit. Pour Brunet, qui est plus un géographe, on va dire, de géographie humaine, le territoire est une œuvre humaine, c'est un espace approprié dans le sens à la fois propre à soi et propre à quelque chose. Toute société a du territoire, produit du territoire, et en fait, on a en général plusieurs territoires, voire une multitude, des territoires pour habiter, des territoires pour travailler, pour se recréer, pour se soigner, ou pour rêver, des espaces vécus et des espaces subis, des cellules locales, mais aussi des réseaux. Un territoire, il n'est pas obligatoirement contigu sur un espace donné. Pareil, d'autres définitions qui montrent un peu la complexité qu'il y a derrière ce terme. Donc le territoire n'est pas un objet neutre décidé dans l'abstraction et déconnecté du réel. Il est avant tout bricolé par les acteurs en fonction d'un grand nombre de paramètres en permanente mutation. Il y a aussi cette idée d'histoire du fait que le territoire il est en constante évolution. Et enfin, le territoire géographique n'est pas seulement le territoire en tant que tel, avec son étendue, ses formes de relief et ses ressources, mais aussi des hommes et des femmes qui y vivent et des pouvoirs qu'ils acceptent et ceux qu'ils combattent, en raison de l'histoire qu'ils se racontent, à tort et à raison, de leurs craintes et des représentations qu'ils se font d'un passé et d'un lointain et de l'avenir plus proche. Donc on voit bien que derrière la notion de territoire, il y a beaucoup de vécu, de représentation, d'intention. Et on va voir comment dans le champ de la santé, finalement, on a employé ce terme ou ce concept de différentes manières. Et comment, alors dans le champ de la santé, on va dire en général, je pense qu'il y a eu que le concept de territoire a gagné en épaisseur au cours du temps, notamment en termes de planification. Et dans le champ de la santé mentale, il y a une histoire très particulière, on va dire, du rapport à l'espace et au territoire. Donc dans le champ de la santé, on peut identifier plusieurs phases dans la territorialisation de la santé. D'ailleurs, même la notion de territoire en France, indépendamment du champ de la santé, on peut dire que ça s'est utilisé avec la création de la DATAR, la direction de l'aménagement du territoire, dans les années 60, je crois, mais qui à l'époque n'avait pas la santé dans son champ de compétences. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on va avoir un aménagement du territoire, on va dire, dans le champ de la santé, avec la loi hospitalière et la création de la carte sanitaire. Mais c'est vrai qu'initialement, l'idée était que les équipements hospitaliers s'étaient un peu développés de manière anarchique sur le territoire, sans régulation, et qu'il fallait réguler tout ça et essayer de veiller à une égalité des territoires en termes d'équipement. Donc le territoire, c'est alors simplement un outil de régulation et de redistribution. On parle plutôt d'égalité que d'équité. Dans les outils qui sont utilisés à l'époque, c'est vraiment rapporter un équipement à un effectif de population sans prendre en compte les différents contextes du peuplement. Est-ce que la population elle est dispersée ou regroupée en un endroit? Est-ce qu'il y a du relief? C'est absolument absent à l'époque dans la notion de territoire comme outil de planification. Et c'est vrai que le territoire, c'est vraiment à l'époque un simple contenant et on ne prend pas en compte la différenciation des territoires. Dans les années 90, on va avoir la régionalisation des politiques de santé. Donc le territoire commence à gagner en épaisseur, ça devient à la fois un outil d'observation et de différenciation sociale et territoriale de l'offre de soins et des problèmes de santé. Ça va aussi avec le développement des outils d'observation des territoires. On connaît mieux les inégalités territoriales de santé. Avant, on connaissait assez bien les inégalités sociales. Et c'est seulement dans les années 90 que va se développer, que ce soit les observatoires régionaux de santé, enfin toutes les données qui permettent de mieux objectiver ces disparités territoriales de santé. Bon, c'est la mise en place des agences régionales d'hospitalisation et des schémas régionaux d'organisation des soins. Et on voit bien que l'objectif de cette régionalisation, c'est de dire que finalement, les territoires ne sont pas tous égaux, que les enjeux de chaque territoire ne sont pas les mêmes, les problématiques peuvent être différentes quand on est
dans les Hauts-de-France ou en région PACA, quand on est dans un territoire rural ou un territoire urbain. Dans les années 2000, le mot territoire entre dans la loi, on va dire, avec la loi hôpital, patient, santé, territoire. Et là, le territoire gagne encore un peu plus en épaisseur, vu qu'on veut... Le territoire est un moyen de proposer une approche globale de la santé. Justement, la notion de santé publique qui a été évoquée ce matin, l'idée, c'est que par le territoire, on peut avoir une approche multisectorielle et pas seulement, on va dire, avec les yeux de la santé, du parcours des personnes. Il y a l'idée qu'on passe d'une logique de soins à une logique de santé publique, avec le fait que la santé, en effet, renvoie aux conditions d'existence des individus dans toutes leurs dimensions. La santé, c'est se nourrir, s'instruire, habiter, travailler, se déplacer, se soigner. Et du coup, le soin va participer à la santé, mais c'est qu'un maillon d'une longue chaîne. Et c'est seulement dans les années 2000 qu'il y a une véritable, on va dire, prise de conscience, dans la loi en tout cas, de cet aspect-là. Du coup, c'est aussi l'implication des collectivités locales, à travers les contrats locaux de santé, le développement des ateliers santé-ville. Donc on voit un élargissement, on va dire, du champ du soin à la santé. Et c'est vrai que dans les SROS de troisième génération et la loi HPST, on voit que le territoire est un élément structurant de l'organisation des soins. On va parler de projets médicaux de territoire, de diagnostics territoriaux en santé. Et la loi de modernisation de notre système de santé en 2016, elle va encore un peu... Elle poursuit, on va dire, cette montée en charge du territoire en passant des territoires de santé aux territoires de démocratie sanitaire, avec l'idée que c'est comme ça que j'interprète en partie la loi, c'est que dans cette loi, on se dit que justement que la santé est bien l'affaire de tous et qu'il y a un souhait d'appropriation des politiques publiques par tous et que tous les acteurs, et pas uniquement les acteurs, les décideurs, on va dire, du champ sanitaire, mais tous les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, les élus d'un territoire vont contribuer à l'élaboration des politiques régionales ou locales de santé et dans un système qui se veut plus partant du terrain pour remonter au niveau supérieur. Et donc, il y a plein d'outils qui sont mis en place dans la loi, avec souvent le mot territorial à l'intérieur, mais qui sont aux mains des acteurs, à la fois à travers les conseils territoriaux de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, les communautés psychiatriques de territoire, les plateformes territoriales d'appui, les groupements hospitaliers de territoire, qui sont plusieurs, on va dire, dispositifs qui se superposent, doivent s'articuler pour à la fois aider les différents professionnels, acteurs à coopérer à différents niveaux géographiques. Alors, dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, l'histoire, elle est un petit peu différente. Enfin, le rapport au territoire est un peu particulier, et c'est vrai qu'il y avait une conception, on va dire, très riche de ce qu'on mettait derrière le lieu, l'espace, le territoire, dans le champ de la santé mentale. Et ça, dès le 19e siècle, on va dire, avec la loi de 1838, qui organise la prise en charge des aliénés et qui fait qu'on a aujourd'hui un établissement... qui crée l'obligation pour chaque département de disposer d'un établissement pour la prise en charge des aliénés à l'époque, mais dont sont issus, on va dire, la plupart des hôpitaux spécialisés qui existent aujourd'hui. Donc déjà, c'était une des premières lois de planification départementale dans le champ de la santé, mais surtout, on va voir que dans cette loi, le lieu a une importance considérable dans ce modèle, puisqu'il s'agissait en fait à l'époque d'isoler, de protéger, de mettre à l'écart le malade du reste de la société, du tumulte de la ville, dans un lieu idéalement situé à la campagne. Il y avait à l'époque la recherche d'un isolement à la fois social et spatial de la personne malade, l'idée d'une séparation, d'une exclusion justement spatiale de la personne. Et pour les médecins de l'époque, il s'agissait de placer le malade dans une situation nouvelle en le séparant des lieux, des objets, des personnes, des circonstances dont se formaient ses relations habituelles. Donc là, j'ai mis une phrase d'un médecin aliéniste anglais, mais on retrouve les mêmes types de textes dans on va dire dans les articles scientifiques de l'époque, on va dire en France. Donc là, ce médecin aliéniste disait « Si les principes généraux du traitement médico-moral des aliénés établis par l'expérience requièrent en premier lieu la séparation totale de leurs familles et amis, ils nécessitent également tous les avantages d'une vie à la campagne, de la liberté, de la tranquillité, de l'air frais, travaux agricoles et horticoles, avec leurs influences hygiéniques et mentales si salutaires à tous et absolument nécessaires dans le cas de troubles mentaux. » Donc on voit qu'au XIXe siècle, l'idée, ce n'était pas d'inclure la personne dans la communauté, mais plutôt de l'exclure pour la protéger et protéger la société des dérangements que la personne pouvait causer.
Donc ce modèle, il est vite arrivé à, enfin, on va dire à une saturation, et on a vite oublié les ambitions thérapeutiques de cette mise à l'écart de la personne, vu qu'il n'y avait pas, on va dire, de moyens de traitement spécifiques à part la mise à l'écart des personnes. Donc du coup, et puis le début du XXe siècle, on voit on va dire un intérêt croissant pour la prévention des maladies et plus seulement la cure. Il y a le développement des médicaments dans les années 50, et il y a surtout la Seconde Guerre mondiale qui va marquer la fin de l'ère asilaire, avec notamment la surmortalité importante des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Et surmortalité qui était essentiellement due à la malnutrition et, on va dire, indirectement à l'isolement social dont étaient victimes ces personnes. Donc ça a fait que chez quelques psychiatres de l'époque, il y a eu une prise de conscience de la crise que traversait le système asilaire et la nécessité de réformer ce système. Ce qui a donné lieu, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, à la mise en place de la sectorisation psychiatrique. Alors la sectorisation psychiatrique, c'est un petit peu une spécificité française, justement de par son ancrage territorial et la volonté de découper le territoire en zones géodémographiques d'environ 67 000 habitants. Donc derrière cette idée, pareil, quand on se replonge dans les textes de l'époque, on voit que le secteur psychiatrique, initialement, ce n'est pas un découpage pour planifier une offre de soins. Il y avait une véritable ambition clinique, égalitaire et intégrative derrière le secteur de psychiatrie. Le principe essentiel de la sectorisation, c'était de séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu, et d'éviter la désadaptation. Donc on va dire l'opposé de ce qui était priorisé au XIXe siècle. Donc une ambition clinique, parce que pour les psychiatres de l'époque, ils disaient c'est en agissant dans le milieu et parfois sur le milieu que se mène le combat contre les maladies mentales. Et il y avait l'idée que l'insertion ou la réinsertion du malade, elle est faite dans les meilleures conditions grâce à la connaissance de l'équipe médico-sociale, a pu acquérir non seulement de la personne malade, mais encore du milieu économique et social du secteur, et notamment des ressources de logement et des diverses possibilités d'emploi qu'il offre. Donc il y avait une véritable volonté d'utiliser, on va dire, le territoire et la communauté qui habite ce territoire comme une ressource pour aider la personne à vivre mieux avec sa maladie, à améliorer son état de santé et à vivre correctement. Donc il y avait derrière cette idée, pareil, l'idée que la communauté allait être accueillante et intégrative, puisqu'elle participe justement au rétablissement des personnes, pour parler avec un terme plus actuel. Il y avait aussi une ambition égalitaire, puisque c'est vrai que derrière cette volonté de découper géographiquement les territoires, c'était l'idée de dire on ne va pas exclure des personnes parce qu'elles ont telle pathologie qui est incurable, ou elles viennent de telle couche sociale. Il y avait cette volonté de dire, quel que soit où on habite, quelle que soit sa pathologie, quelle que soit sa catégorie sociale, on a accès à des soins. Donc il y avait cette volonté-là derrière. Dans les principes de la sectorisation, donc il y a un principe qui est important, c'est la continuité des soins et la pluridisciplinarité des soins et accompagnements qui sont proposés. C'était Bonafé qui disait « Il n'y a pas de raison pour qu'une personne prise dans la difficulté relationnelle ne soit pas suivie par la même équipe à la fois dehors et dedans ». Et c'est vrai que du coup, cette politique de sectorisation, elle était très novatrice pour l'époque par rapport à ce qui se faisait dans le champ de la santé somatique, à la fois en termes justement de politique de santé mentale et pas de psychiatrie, vu qu'on demandait d'aller de la prévention à la réinsertion. Cette volonté de continuité des soins entre la prise en charge ambulatoire et hospitalière. Sauf qu'on a un petit peu oublié justement cette dimension, on va dire, clinique, égalitaire, intégrative, qu'il y avait derrière la notion de découpage en secteur psychiatrique, pour souvent soit se concentrer sur sa dimension de planification, d'outils, de répartition des moyens. Donc déjà, et en fait, dès le début, il y a eu des paradoxes dans la mise en place de la politique de secteur. Le premier paradoxe, c'était que normalement, la sectorisation visait à réduire l'hospitalisation. Et que, malgré ça, ça a été fixé sur une norme de l'OMS qui disait il faut 3 lits pour 1000 habitants, donc on va découper. On a des secteurs de 200 lits à peu près, des services de 200 lits, donc ça fait des zones, on fait une règle de 3, ça fait une population de 67 000 habitants. Donc une politique qui était pensée sur la réduction de l'hospitalisation, elle est partie d'un seuil très hospitalier pour se développer. Et quand on observe la réalité du découpage des secteurs, pareil, si on lit les textes des professionnels de la santé de l'époque, il y avait vraiment cette volonté de communauté qui allait accueillir, donc une certaine cohérence populationnelle ou géopopulationnelle dans le découpage aurait pu être attendue. Or,
en interrogeant donc des psychiatres de l'époque ou en lisant des textes, on se rend compte que c'est souvent ce que j'ai appelé des petits arrangements entre amis, où il fallait que chaque territoire paraisse suffisamment attractif pour les professionnels, parce qu'un territoire rural par rapport à un territoire urbain, ça aurait pu créer justement des rivalités entre professionnels. Et donc souvent, le découpage n'a pas véritablement correspondu à l'intérêt pour la personne et aux ambitions de la politique de secteur. Et ce qui a fait qu'il y a plusieurs auteurs, alors plus à l'étranger, alors on ne parle pas de sectorisation à l'étranger, mais désinstitutionnalisation, qui disent on est arrivé à un asile sans mur. Oui, on a fait tomber les murs de l'asile, mais est-ce que finalement cela a permis d'inclure les personnes dans la communauté? Il y avait une hypothèse d'une communauté accueillante. Est-ce que ça s'est vérifié? C'est vrai que beaucoup d'études étrangères montraient que finalement, on observe des concentrations de personnes qui vivent avec des troubles psychiques dans des quartiers très défavorisés, parce que finalement, il y a une exclusion sociale et spatiale qui peut être observée. Après, sur le bilan de la sectorisation, il y a aussi un bilan sur l'hétérogénéité des pratiques de secteur et un engagement inégal dans le mouvement de désinstitutionnalisation. Dans les autres bilans qui ont pu être faits, c'était par rapport aux autres pays qui ont mis en place la désinstitutionnalisation, c'est qu'en France, on a une intégration très limitée de la psychiatrie à l'hôpital général. On a 35% des lits de psychiatrie en France qui sont rattachés à l'hôpital général. L'Angleterre comme l'Italie ont fermé leurs hôpitaux psychiatriques, et même dans d'autres pays, la psychiatrie s'est davantage implantée à l'hôpital général. Une des autres limites, on va dire, du développement de la sectorisation psychiatrique en France, c'est le développement insuffisant justement des structures d'hébergement et de services d'accompagnement, où là, on est très en dessous de ce qui peut être fait c'était une étude sur l'Allemagne, Angleterre, France, Italie. On est très en dessous de ce qui a été développé dans les autres pays. Parce que c'est vrai qu'en France, la politique de sectorisation, elle ne disait pas qu'il faut supprimer l'hospitalisation, mais la dépasser en proposant des alternatives. Donc ce secteur de psychiatrie, en fait, depuis les années 2000, il a été, on va dire, fragilisé avec sa disparition progressive, et notamment quelque chose qu'on oublie, qui ne s'est pas fait, on va dire, dans la pratique, mais qui dans les textes était inscrit, c'est qu'en 2003, il y avait cette volonté d'intégrer la psychiatrie à la planification générale des soins. Et donc, il y avait la suppression de la carte sanitaire et d'un schéma régional d'organisation spécifique à la santé mentale. Et la psychiatrie était intégrée comme un volet obligatoire des SROS. Et notamment, il y a la circulaire du 25 octobre 2004 qui supprime la dimension géographique du secteur. Elle dit précédemment, le secteur psychiatrique revêtait le caractère de circonscription géographique et comportait une dimension fonctionnelle. Il était désigné comme acteur exclusif des missions de prévention, diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales. Il est désormais maintenu dans sa seule dimension fonctionnelle, accessibilité, continuité, pluridisciplinarité et qualité des soins. Au sein du territoire de santé défini dans chaque région, les secteurs de psychiatrie contribuent à la lutte contre les maladies mentales avec les établissements de santé privés, dits non sectorisés, selon les modalités à définir par voie réglementaire. Donc à l'époque, les SROS n'étaient que hospitaliers, on va dire, et pas sanitaires. Mais il y a cette idée que le secteur de psychiatrie, avant, était l'acteur exclusif de la lutte contre les maladies mentales sur son territoire. Maintenant, il doit travailler avec les établissements non sectorisés. Et on va voir que ça va aller de plus en plus loin avec l'élargissement, on va dire, des compétences de l'hôpital à la santé au sein des ARS. Donc, dans les critiques qui sont faites au secteur de psychiatrie, il y a justement ce côté, cette nécessité pour le secteur de passer d'une approche totale à une approche globale qui est assez bien décrite dans le plan psychiatrie santé mentale 2011-2015, qui dit, à la lumière des critiques de son fonctionnement, que ne peut toujours expliquer un manque de moyens, le secteur doit évoluer d'une approche totale vers une approche globale, en complémentarité et coopération avec tous les acteurs, et notamment ceux situés sur le territoire de santé considéré, car le secteur ne peut et ne doit tout faire lui-même. Le secteur, c'est d'abord un outil au service du territoire. Parce que c'est vrai qu'un des reproches qui est souvent fait au secteur de psychiatrie, c'est de ne pas avoir suivi l'évolution de son territoire, des acteurs qui s'y développaient. C'est vrai que dans les années 60, il y avait moins de libéraux, le secteur médico-social n'était pas aussi développé, enfin, il n'y avait pas de conseil local en santé mentale, il n'y avait pas de groupe d'entraide mutuelle, enfin, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Sauf que le secteur, il a continué à évoluer sans prendre en compte, enfin, pareil, c'est variable selon les territoires, sans prendre en compte ces évolutions.
Et c'est vrai que c'est Édouard Couty dans un rapport qui, je trouve, qui résume assez bien peut-être pourquoi on n'est pas arrivé au bout de la politique de sectorisation, en disant est-ce que finalement c'était pas est-ce que la politique de sectorisation n'était pas trop ambitieuse. Il dit même si certains secteurs se sont attachés à conduire une action englobant tout ou partie des missions qui leur étaient imparties, il était très ambitieux de confier à une structure intégrée à un établissement de santé dont le savoir-faire est centré sur le soin, la responsabilité globale de réponse qui relève de compétences de différentes collectivités, de plusieurs types d'institutions et suppose la maîtrise de technicités diverses. Et finalement, c'est ce qu'on voit petit à petit arriver dans la loi de 2016 et l'article 69 sur le projet territorial de santé mentale. Mais j'ai envie de dire, c'est des choses qui étaient déjà inscrites dans des rapports, les textes législatifs précédents, mais qui, on va dire, sont éclaircis par la loi de modernisation de notre système de santé et l'article 69. Donc là, je suis peut-être... voilà, qui en fait éclaircit en disant... la nouvelle organisation territoriale de la politique de santé mentale, elle vise à répondre à des constats en partie insatisfaisants. Bon, des indicateurs à améliorer en termes de délai d'accès à des soins, délai d'accès à un diagnostic, prévalence du taux de suicide, taux d'insertion des personnes en situation de handicap psychique. Dans les constats en partie insatisfaisants, l'hétérogénéité des pratiques dans le parcours de soins et de vie. Voilà, la difficulté à prendre en compte les évolutions importantes à la fois de la demande, c'est vrai qu'elle a évolué depuis les années 60, avec on recourt à la psychiatrie plus facilement, mais du coup pour des troubles aussi beaucoup plus larges qu'avant. Donc le développement, comme je disais, des partenaires à la fois sanitaires, mais pas sociaux et médico-sociaux qui se sont développés sur les territoires. Et aussi l'idée que le secteur, c'est un échelon géographique où on ne peut pas avoir accès à tous les outils thérapeutiques, tous les services d'accompagnement, ils ne peuvent pas tous être disponibles en proximité. Donc il y a une idée de gradation des soins auquel le secteur ne doit pas répondre à l'ensemble des besoins. Mais surtout, c'est l'idée de la nécessité de repositionner les responsabilités des différents acteurs et de développer une approche globale et coordonnée en complémentarité avec tous les acteurs intervenant dans la santé mentale, donc acteurs sanitaires, acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement, de l'insertion, les collectivités locales, les usagers et les familles. Oui. Ouais, je finis. Donc bon, je vais pas ça a été précisé ce matin, mais donc la loi, elle précise bien ce qu'est la politique de santé mentale à l'intérieur de la politique, et qui finalement ressemble à la définition du secteur de psychiatrie des années 60, qui va de la prévention à la réinsertion sociale, sauf que là, la loi, elle dit à l'intérieur de la politique de santé mentale, qui doit être mise en œuvre par des acteurs diversifiés, et pas uniquement par la psychiatrie. La psychiatrie a une place qui est décrite, et la mission de psychiatrie de secteur est limitée, on va dire, au recours de proximité, l'accessibilité territoriale et la continuité des soins. Donc ça, les outils, ils ont été précisés tout à l'heure, ça se décline dans la loi, projet, diagnostic, contrat. Et se pose aujourd'hui la question de la mise en œuvre de l'article 69 de la loi. Alors juste noter que donc il y a un décret qui est paru cet été qui fixe les priorités, et j'ai envie de dire par rapport les priorités du projet territorial de santé mentale, et par rapport à tous les rapports et textes précédents, j'ai envie de dire l'aspect novateur, c'est notamment dans les priorités des PTSM, l'organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, en vue du rétablissement des personnes et de leur inclusion sociale. Et la notion de rétablissement, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans la loi, ainsi que l'organisation des conditions du respect de la promotion des droits des personnes, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir. Donc aujourd'hui se pose la question en effet de la mise en œuvre. Quelle échelle territoriale pour ce projet territorial de santé mentale? Question de l'élaboration par les acteurs, parce que oui, le projet, le diagnostic doivent être faits par les acteurs, avec, j'ai envie de dire, une inégalité des acteurs en termes d'information par rapport à la loi, en termes de représentation auprès des institutions, en termes de connaissance du système administratif pour faire valoir sa position. Des questions de calendrier par rapport au projet régional de santé des ARS, par rapport au GHT, dont le projet médical devait s'intégrer dans le projet territorial de santé mentale. Et la question de l'articulation avec tous les autres dispositifs prévus par la loi dont on a un petit peu parlé. Voilà. Merci.